Sinon, on va s'auto-introduire. Bonjour, c'est la panique. Bon, bah écoute, Jean-Luc, on va faire ça comme des grands. On va s'introduire tout seul, on va se Eh présenter ben oui, rapidement, hein? je crois que ça s'impose, ouais. Alors, qui es-tu, Jean-Luc? Ah ben, Jean-Luc Christin, donc moi je travaille sur le bien-être au travail, diminuer les souffrances au travail depuis une quinzaine d'années et je suis rôle source de gouvernance cellulaire qui est une base de données plutôt à destination des coachs en fait, pour accompagner n'importe quelle équipe qui se questionne sur comment fonctionner et comment rentrer dans les nouveaux modes de gouvernance. Voilà, on est une quinzaine à faire tourner cette base de données et à l'actualiser chaque année maintenant. Ok, super. Bah, moi, je suis Nathalie Geoffroy et je fais partie de la société Coifi. Je suis coach, pas coach agile, coach. Et par contre, je fais partie de l'équipe d'organisation des conférences AG Grenoble depuis 7 ans. Désolé pour les quelques minutes de retard, on va les rattraper. Avant toute chose, merci à nos sponsors, sans qui l'événement ne pourrait pas avoir lieu. Et je vois que le chat est déjà actif. Donc, je vais en profiter. Quand on vous parle de nouvelles formes de gouvernance, vous pensez à quoi? Je vous invite à mettre vos réponses en discussion, pour qu'on puisse savoir ce que vous connaissez, qu'est-ce qui fait que vous êtes venu là? Holacratie, oui. Gouvernance partagée, sociocratie, ah, gouvernance adaptative, Plan actionnariat stratégique salarié. annuel. Hmm. Plan stratégique annuel, instance de décision, actionnariat salarié, réactivité. Oui, bien. Eh bien oui, alors il y a tout ça. Quand on va parler de gouvernance, on va parler de la façon dont on s'organise, de quels principes managériaux finalement on décide d'appliquer dans notre entreprise. Si vous n'avez pas de base, eh bien rassurez-vous, justement, on est là pour vous en partager quelques-unes, de façon à ce que on puisse ensuite explorer ensemble en quoi ces nouvelles formes de gouvernance peuvent aider enfin, contribuer à faire évoluer l'agilité et inversement. Alors, un mot sur quoi on va se baser pour parler aujourd'hui. On va partir d'expérience. Alors, d'abord, notre expérience de Coefi. Tu disais, Jean-Luc, que tu faisais partie du groupe à l'origine du groupe qui défriche la gouvernance cellulaire. Oui. Et nous, bah, on l'applique. En fait, on s'est emparé de cette boîte à outils pour l'utiliser chez nous. Et donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a une raison d'être, ce qu'on appelle une raison d'être évolutive et co-construite. On a construite ensemble et on l'a fait évoluer ensemble en fonction de ce qui nous porte, on va dire un peu de nos élans. Euh, et on vise, dans cette raison d'être, on vise notre épanouissement et celui de nos clients. Dans notre organisation, on a quelques principes clés qui sont l'auto-organisation, la liberté et la responsabilité. On n'a pas de chef chez Coefi, donc on est tous nos chefs, on est tous dirigeants de cette société. Et on a une approche en ajustement continu, donc par essai-apprentissage, qui s'approche de la philosophie agile. Et donc, en dehors de Coefi, moi, je fais partie, comme je vous disais, de l'équipe d'organisation des conférences Agiles Grenoble. Les conférences Agiles Grenoble, ben, elles, c'est aussi une équipe auto-organisée, sauf que là, elle est composée à 100% de bénévoles, hein, qui font ça en plus de leur travail salarié. Et on a aussi une approche itérative. Donc, chaque événement s'appuie sur ce qui a bien marché lors des précédents événements. On a aussi de la souveraineté individuelle, de la responsabilité individuelle. Si je prends, je fais. Si je ne peux pas, eh bien, je le dis. Et en termes d'organisation, comment on est structuré, on se divise en commissions par thème. Alors, ça m'intéresse là, cette notion de on se divise en commissions par thème. Donc ça, j'imagine que ça veut dire que chaque thème, pour chaque thème, on peut se tourner vers une commission et leur demander d'avancer, de faire des C'est choses ça. sur eux. D'accord.
Et donc nous, en gouvernance cellulaire, on appelle ça rôle. Donc le vocabulaire, il est pas très important d'une façon générale. Il vaut mieux rester dans le vocabulaire du client, enfin de l'équipe qu'on accompagne. Un rôle, alors vous avez parlé de commission, donc entité organisationnelle, c'est un truc, c'est une équipe, c'est une personne, c'est quelqu'un dans l'organisation qui a pour mission de remplir certaines fonctions, d'atteindre certains résultats. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut vraiment comprendre cette notion d'équipe solidaire. C'est-à-dire qu'on est une équipe et on se tient les coudes pour réussir ensemble. Et on sait ce sur quoi on peut compter les uns sur les autres. Donc, quand il y a un rôle, par exemple un thème, une commission avec un thème, on va pouvoir compter sur eux pour certaines choses. C'est ce qu'on appelle les attendus. C'est la deuxième ligne, la redevabilité ou attendu. C'est ce que je peux attendre d'eux. Donc, quand je veux que ça avance, je le leur demande et ils vont faire quelque chose. Il y a une énorme différence avec les anciens fonctionnements type définition de fonction, c'est que ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas le faire. Tout le monde peut apporter quelque chose à l'endroit qui lui paraît le plus optimum. Simplement, les gens qui ont le rôle, quand on le leur demande, ils doivent le faire. C'est pour ça qu'on parle aussi de redevabilité. Alors eux, quand ils font leur travail, ils ne font pas juste des tâches, ils le font avec une âme, avec un esprit. Et ça, c'est la raison d'être. Leur vocation, qu'est-ce qu'ils ont envie d'apporter à l'équipe, qu'est-ce qu'ils ont envie d'apporter au monde quand ils réalisent leur travail. Ça, c'est leur raison d'être, c'est ce qui les énergise, les motive, ce qui leur donne du peps. Et puis, ils peuvent avoir un domaine, c'est pas obligatoire, mais dans certains rôles, comme je prends souvent l'exemple la comptabilité, eh ben, il faut une chasse gardée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout le monde vienne mettre sa patte là-dedans pour essayer de faire ce qui lui paraît le plus pertinent. Il faut garder le contrôle. Et donc, quand quelqu'un a un domaine, personne ne peut intervenir sans son aval sur son rôle. D'accord. Alors, merci. Dans le fonctionnement du rôle, c'est pareil, on va retomber sur l'esprit. On a une notion de souveraineté, c'est-à-dire que la personne décide par elle-même, elle a le pouvoir de rêver son travail, de l'imaginer, de se demander comment elle a envie de le faire. Là aussi, grosse différence par rapport à des systèmes pyramidaux où des personnes se retrouvent à pouvoir dire à quelqu'un, voilà comment tu vas faire ton travail, voilà exactement ce que j'attends de toi, tu vas t'y prendre de telle manière. Et l'autre se retrouve à essayer de faire le travail de la manière que son hiérarchique ressent comme étant pertinente, parce que lui, il s'y prendrait de cette manière-là, mais qui correspond peut-être pas trop à la façon qui vibre chez la personne. Donc là, on laisse chacun vibrer à sa manière. Il y a vraiment une notion d'éviter l'ingérence à 100%. On peut affecter plusieurs personnes à un rôle quand c'est un rôle qui nécessite le travail de plusieurs, et quand ils sont plusieurs à le faire, ils peuvent s'organiser en équipe. Donc un rôle peut avoir une durée de vie limitée comme un projet. Dans ce cas-là, ça s'appelle un projet. Et quand ils sont organisés en équipe, on va parler de cellules, en fait. Donc, D'accord. Mais alors, attends, pour être sûr d'avoir bien compris, si je peux reprendre l'exemple de Agile Grenoble, ça serait un rôle conférence Agile Grenoble. Sa raison d'être, c'est promouvoir l'agilité grâce à un événement de qualité, accessible à tous, dans une ambiance bienveillante et fun. Et puis, parmi ces attendus, eh bien, il y a des conférences de qualité sur 2 jours, un lieu qui permette d'accueillir dans de bonnes conditions, et puis des animations qui contribuent à la bonne ambiance. Et je pense qu'il y en a d'autres. Est-ce que c'est comme ça qu'on écrit un rôle? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. D'accord. Et tu me disais, alors tu me parlais de cellules? Oui, je te parlais de cellules, c'est-à-dire que quand le rôle est trop gros pour être fait tout seul, l'équipe, donc on appelle ça une cellule, va s'organiser. Donc là, par exemple, on voit dans cette cellule, qui est le rôle programme, en fait, de Agile Grenoble, il y a le programme, le rôle lieu, le rôle, faut que tu pousses la tête. Non, tu veux pas. Le rôle animation, merci. Voilà, donc ils s'organisent avec différents rôles. Et puis il y en a un qui est le rôle lien avec la cellule amont. C'est-à-dire que la cellule amont, c'est celle qui leur a donné naissance. Donc on voit que quand il siège dans l'équipe conférence Agile Grenoble, il a le rôle programme. Et donc si on a besoin de quelque chose vis-à-vis du rôle programme, on le lui demande à lui. Et quand il est dans la cellule aval, eh ben, il ramène ce qu'on leur a demandé depuis la cellule amont, et puis l'équipe s'organise pour le faire. D'accord. Ok. Bah, donc, il y a un truc qui n'est pas très très clair pour moi, là. C'est quoi cette histoire de rôle pilotage? Alors,
Oui, donc on voit que le rôle programme, quand il est dans la cellule orange, la cellule amont, il s'appelle rôle programme, et quand il est dans la cellule aval, quand il est dans la cellule aval, il s'appelle rôle pilotage. Donc effectivement, on peut rentrer précisément dans ce rôle pilotage. En fait, on a plusieurs rôles préconstruits qui sont tous optionnels dans gouvernance cellulaire. Tout est optionnel d'ailleurs, hein, il n'y a jamais rien d'obligatoire. Euh, le rôle pilotage, il porte la raison d'être, c'est-à-dire qu'il se souvient de l'âme dans laquelle on a envie de faire notre projet, il se rappelle de la finalité du but. Et puis, ils doivent définir les grandes lignes de priorisation. Quand on dit qu'il priorise, il ne va pas prioriser à quelqu'un, tu dois faire ceci avant de cela, hein. Mais par contre, il va dire globalement, on va plutôt s'occuper aujourd'hui, pendant le mois qui vient, de régler les problèmes de logistique, parce qu'autrement, on sera mort, ça ne passera jamais, que de régler les problèmes avec quels sont les intervenants qui viennent, parce que ça, on aura encore un petit peu de temps derrière. Donc, il donne sa priorité. Ça n'empêche pas qu'après, chaque membre de la cellule peut se dire, OK, non, mais là, je ne veux pas bosser sur la logistique parce que tel contact, c'est maintenant que je l'ai, donc c'est maintenant qu'il faut que je travaille avec lui pour le faire venir. Le rôle facilitation, c'est qu'on a des processus. Bon, ça, en agilité, vous en avez des processus, vous connaissez ça très bien. Donc, c'est lui qui facilite les différents temps de réunion selon les processus sur lesquels l'équipe s'est mise d'accord. Donc, en gouvernance cellulaire, il y a un truc très clair, c'est que chaque processus commence par une petite phrase qui dit que l'équipe peut se doter d'un autre processus, donc peut faire évoluer le processus comme elle a envie, du moment qu'il soit écrit quelque part, ce qui est très important parce que ça donne de la sécurité à chaque membre de savoir comment est-ce que les décisions ou les différents temps de réunion sont organisés. Et puis un rôle mémoire, il inscrit les décisions dans les documents d'enregistrement de la cellule. Il les interprète si jamais il y en a deux qui ne sont pas d'accord, c'est le rôle mémoire qui a ce rôle-là d'interpréter les enregistrements. Et il programme les réunions, il s'occupe de faire en sorte que les choses marchent bien. Et puis, on en a deux autres pour l'instant, mais il y en aurait d'autres qui pourraient venir. Il y a un rôle représentation, représenter les membres de la cellule dans la cellule amont. Et puis, un rôle prendre soin, qui est plus focalisé sur faire en sorte que ce qui est de l'ordre du lien, de l'humain, fonctionne bien au sein de la cellule. Ouais. Oui, c'est intéressant parce que je vois que par exemple dans l'équipe d'organisation d'Agile Grenoble, ce rôle pilotage, il n'existait pas. Et je pense que ça a manqué à certains moments, et notamment dans les, dans les difficultés qu'on a pu rencontrer à prendre des décisions, à définir qui avait le droit de prendre quelle décision et comment on pouvait prendre la décision. Alors, ça c'est pas évident, hein. Gouvernance cellulaire, on va proposer plusieurs types de processus de prise de décision collectif. Euh, donc, il y a déjà un qui n'est pas noté ici, hein, qui est la délégation. C'est-à-dire que quand on a créé un rôle et qu'on lui donne de l'autonomie, de la souveraineté, il va prendre des décisions et donc là, il peut prendre ses décisions seul de la manière qui lui paraît la plus pertinente pour faire avancer le groupe. Ensuite, on a seul après consultation, sollicitation d'avis. C'est-à-dire que je prends toutes les décisions qui me paraissent importantes et impacter les autres membres du groupe, importantes pour le groupe et les impacter. Eh ben, je vais d'abord solliciter leur avis. Ça m'oblige à m'ouvrir un peu sur les avis de tout le monde. J'en tiens compte, ça ne veut pas dire que je les suis. Ça veut dire que je les ai entendus et qu'en fonction de ça, je décide ce qui me paraît le plus pertinent pour le groupe. Quand on prend une décision en collectif, c'est-à-dire que là, on décide que ce n'est pas le rôle qui doit décider, mais c'est la cellule dans son ensemble. Dans ce cas-là, on a un processus. Celui qu'on préfère, c'est la décision par consentement, qui est un processus d'intelligence collective itératif qui permet de tenir compte de l'avis de tout le monde. Toujours la même idée, on écoute l'avis de tout le monde et ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le suivre, hein, surtout pas. Sinon, c'est très, très difficile. On arrive à du consensus et ça prend énormément de temps. Et là, il y a une idée d'efficacité. Et donc, pour être efficace en consentement, à un moment donné, on se met dans un entonnoir à décider. Donc, une fois qu'on a entendu les avis de tout le monde, il y a une deuxième version de la proposition qui est faite. Et après, on est juste sur des objections. Est-ce que si jamais on essaye ça, même si ce n'est pas ta préférence, ça nous met dans le mur ou pas? Si ça nous met dans le mur, tu dois bloquer parce que ça veut dire que tu as vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Par contre, si tu penses que c'est vraiment bête, mais que ce n'est pas dangereux, eh ben, tu laisses le groupe essayer ça et tu seras peut-être surpris de voir que finalement, ça fonctionne mieux que ce que tu avais imaginé. Ou alors, le groupe aura appris que ça ne fonctionne pas et ça permettra d'avancer. On est vraiment sur cette notion d'itératif. Ensuite, quand on veut affecter une personne à un rôle, on a un processus qui s'appelle l'élection sans candidat, qui est sur le même esprit que la décision par consentement, mais qui part sur une élection sans candidat. C'est assez sympa parce que
Ben, parce que précisément, il n'y a pas de candidat et donc tout le monde peut se retrouver euh, choisi par les collègues. Ah bah Pour ça, parler- peut-être, ça nous aurait aidé justement parce que je pense que si on n'a pas eu de rôle pilotage, c'est que personne n'osait se prendre cette place-là et qu'une élection sans candidat, bah, avoir la reconnaissance du reste de l'équipe et se sentir légitime pour donner la direction, donner les priorités, nous aurait sûrement facilité la vie. Ouais, probablement. Et surtout que ça crée la légitimité. C'est au-delà de se sentir légitime, c'est que ça la crée parce que ça le fait vis-à-vis de soi-même, mais aussi chez chaque membre du groupe. Le fait qu'il y ait eu l'élection sans candidat, chaque membre, même ceux qui n'apprécient pas trop que ça soit telle personne, trouvent ça légitime. Donc ensuite, pour améliorer la relation, il y a des processus de régulation qui sont proposés. Donc ça, c'est vraiment une facette importante de la gouvernance cellulaire, c'est qu'il y a l'humain qui est pris en compte. Et pour faciliter les réunions, lever les tensions, on a des processus qui permettent de partir des tensions et d'arriver à des plans d'action, en fait. C'est-à-dire que les Ouais. tensions, c'est une motivation. J'aimerais bien que quelque chose se passe différemment. Je suis tendu vers quelque chose. Ou alors, je suis embêté par quelque chose. Je voudrais aussi que ça se passe différemment, mais là, c'est parce que vraiment, ça me gêne. Dans les deux cas, on va monter un plan d'action en s'adressant à différents rôles qui ont chacun leurs actions à mener derrière pour que ça fonctionne bien. D'accord, alors j'ai pas tout à fait compris ton histoire de tension. Là, je veux bien que tu m'expliques un peu mieux. D'accord. Donc, en fait, là, on rentre un peu plus dans le détail, hein, dans la précision des différentes réunions qui sont faites. Euh, celle- on était sur les tensions. Donc, on va partir par en bas. Donc, on fait le métier, on travaille, c'est la petite pile. Là, on met de l'énergie dans ce qu'on a à faire et à un moment donné, on ressent une tension. Donc, une tension, ça peut être j'ai un problème, j'ai pas le lien là pour me connecter sur Zoom. C'est un problème que j'avais pour de vrai il y a une demi-heure. Donc, j'ai besoin que quelqu'un fasse quelque chose. Qui a le rôle de me donner le lien? On a trouvé la personne qui avait le rôle de me donner le lien. On a contacté et il a fait ce qu'il fallait pour que j'ai le lien. Ça, c'est exactement ce qui se passe en réunion d'opération. J'arrive, j'ai ma tension. Donc là, j'ai nommé un problème. Mais ça peut être aussi simplement quelque chose qui me motive. C'est-à-dire, j'ai pas un problème, mais j'aimerais bien enregistrer le webinaire. Et donc, est-ce que c'est possible de l'enregistrer? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont c'est le rôle? Et voilà, on vient regarder ça ici. Ensuite, mettons que ça soit le rôle de personne de faire le webinaire et que personne ne sache si c'est possible que je l'enregistre. Je peux passer en réunion de réorganisation. Et là, je vais nommer, moi, j'aurais besoin qu'il y ait un rôle enregistrement qui soit créé et qu'on puisse s'appuyer sur lui pour. Il fait les enregistrements et après, on sait qu'il les a enregistrés, il les a stockés, on peut y avoir accès. Et hop, on crée un rôle. Et donc là, on va se créer un nouveau rôle parce qu'on en a besoin avec sa raison d'être, ses attendus, et hop, on continue à fonctionner. Donc, la gestion par tension, c'est soit une tension négative, soit une tension positive. Alors après, cette gestion par tension, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être un sujet de relation. C'est-à-dire que là, c'est plus tellement se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on fait le travail, parce que quand on se parle de rôle à rôle, on n'a pas d'affect, hein. J'ai besoin de ça, je te le demande. Tu n'as pas besoin de m'expliquer pourquoi tu n'as pas fait les choses jusqu'à présent. Je te dis, ah oui, oui, c'est mon rôle, je vais faire quelque chose. Mais entre personnes, c'est différent. Donc, il y a des moments donnés, il y a des tensions qui apparaissent qui sont des tensions humaines. Et donc, on a des processus de régulation de la relation, certains qui sont très sympas, ultra simples, comme le marché parlé, vraiment que je vous conseille, qui est très, très efficace, même pour des gens qui ont beaucoup travaillé sur eux et qui est très, très simple à animer. Et puis, on a un espace sens aussi, donc des temps de réunion qui sont autour du sens, où on va pouvoir parler des valeurs profondes, de ce qui nous anime. On va pouvoir parler de la raison d'être et du sens de notre travail. Donc, selon la tension de départ, on va partir vers des temps de réunion différents. Waouh! Ah, c'est hyper inspirant, hein. Je crois que j'ai beaucoup de choses à partager la prochaine rétro Agile Grenoble. Et d'ailleurs, les rétros, c'est un élément que vous avez piqué ouais, à l'agilité pour l'intégrer dans la gouvernance cellulaire, si je me rappelle bien. Ouais, carrément, carrément. Ça fait partie des éléments qu'on a copiés à peu près tel quel parce que ça fonctionne bien et parce qu'on trouve que c'est vraiment une pratique hyper saine. Et c'est un peu l'esprit de gouvernance cellulaire de prendre les pratiques qui sont saines et de les proposer, en fait. OK. Mais moi, je fais d'autres parallèles entre les méthodes agiles et la gouvernance cellulaire. Si je résume et que je me dis les briques de base là, de la gouvernance cellulaire, alors à travers elles, les autres formes de gouvernance, hein, l'holacratie aussi, la sociocratie, il y a une organisation par rôle et entité plus grande, que ce soit des cercles ou des cellules. Il y a des processus au service
de ce qu'il y a à faire. Il y a une séparation des sujets à traiter. Il y a différents espaces. Et, eh bien, si on va au-delà de la gouvernance cellulaire et qu'on pense à toutes les nouvelles formes de gouvernance, il y a des éléments qui sont propres à chaque démarche. Et en l'occurrence, pour la gouvernance cellulaire, c'est le focus qui est mis sur le sens et la régulation. Et si je m'amuse à faire la même chose, les briques de base avec cette fois-ci, alors une des méthodes agiles, hein, qui est la méthode Scrum, eh bien, il y a aussi une organisation par rôle, puisqu'on a 3 rôles dans une équipe Scrum. On a aussi des processus qui sont au service de l'activité. Je pense par exemple au processus d'évaluation en début de sprint. Et puis, on a des réunions spécifiques qui ont chacun leur mission, hein, leur raison d'être chacune et des processus au service. Et je pense qu'une des particularités de ce modèle-là, c'est bien sûr l'organisation en sprint. Et ça, c'est ce qui fait sa spécificité par rapport à d'autres modèles. Et justement, en partant de ça, à ton avis, ça pourrait être quoi l'évolution de l'agilité? Ouais. Ouais, j'ai- j'aime bien regarder ça. Donc, ce qu'on voit, c'est que la méthode Scrum, elle est hyper précise sur le qui fait quoi. Donc, sur tout ce qu'on appelle, nous, l'espace contrat. Alors là, sur le qui fait quoi, on pourrait par exemple rajouter la possibilité de créer d'autres rôles. C'est-à-dire qu'on arrive avec la méthode Scrum qui est un produit fini, qui est prêt à l'emploi, un produit clé en main. Et puis, c'est possible de rajouter d'autres rôles. J'ai expliqué tout à l'heure comment est-ce qu'on rajoutait des rôles. C'est assez simple. Donc, on donne cette possibilité à l'équipe qui va du coup s'ajuster exactement à son besoin. Il y a la notion de gestion par tension qui peut être ajoutée. Le fait de se dire, chaque fois que j'ai un problème, en fait, eh ben, j'ai une équipe qui est là pour m'aider à le résoudre. Et donc, je peux arriver en réunion avec ma difficulté, avec mon envie, ma motivation, et j'en parle et on va réfléchir ensemble de quel est le rôle à qui je peux demander le prochain petit pas, donc de rentrer ça dans le plan d'action. Ça, c'est quelque chose qui est à la fois hyper sain, hyper efficace, hyper dynamique. Il y a la notion de mise à l'échelle parce qu'en fait, l'équipe Scrum, c'est vraiment une équipe qui fonctionne comme ça. Le gros avantage des méthodes type, enfin des nouvelles méthodes, là, comme ce qui est décrit dans Gouvernance cellulaire, c'est qu'il y a une notion de poupée russe. C'est-à-dire que dans toutes les équipes, on a vu, il y a l'équipe amont, l'équipe aval, mais c'est le même principe. L'équipe amont, elle a aussi sa raison d'être, elle a aussi ses attendus. On peut se tourner vers elle en lui demandant ce qu'on attend d'elle. Et donc, il y a quelque chose d'hyper simple. Une fois qu'on a compris ce principe, et toute l'organisation peut se mettre à fonctionner selon cette équipe, selon cet esprit solidaire, en ayant sa raison d'être, ses attendus, éventuellement son domaine. Et puis là, ces 3 éléments, ils restent encore sur l'espace contraint, hein, sur l'espace qui fait quoi. Donc derrière, on peut élargir parce qu'on est des humains et qu'on est nourri par autre chose. Donc avoir des processus qui permettent de travailler la relation. Alors la relation, j'en ai parlé tout à l'heure sur l'aspect régulation quand ça va pas bien, mais c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour avoir de la convivialité, comment est-ce qu'on fait pour avoir une ambiance légère, que ça rigole dans l'équipe, qu'on s'entende bien. Voilà. Et puis, il y a la notion du sens qui est hyper importante. C'est-à-dire que si on se focalise uniquement sur satisfaire le client, ben, à un moment donné, en tant qu'humain, éventuellement, on ne s'y retrouve pas. Alors que si on a des espaces sens, donc là, on va avoir des processus de réflexion avec du palabre, avec de la décision éthique, des choses comme ça. Et ben, ça permet de se caler ensemble sur qu'est-ce qui compte pour nous en termes de valeurs profondes et comment est-ce qu'on les met en œuvre dans notre travail. Voilà la façon dont ça pourrait inspirer l'agilité demain. Ah, d'accord. Moi, j'ai d'autres idées pour toi, par contre, tu vois, issues de l'agilité. Je pense que on peut encore s'inspirer encore plus en sortant justement de l'IT, mais il y a des choses que je trouve vraiment très intéressantes, notamment sur la limitation des encours qui vient du Kanban. Et ça, je me souviens à quel point ça pouvait être difficile au démarrage quand j'ai rejoint Coefi. On avait plein d'élan, plein d'envie et que 24 heures dans nos journées. Et il y avait cette question on lançait plein de projets de développement en interne. On n'arrivait pas au bout, on a fait de la frustration. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait être aidant. Je pense aussi au rôle de PO
le rôle de PO qui pourrait être un vrai soutien au rôle pilotage en permettant aux cellules de se focaliser sur ce qui a vraiment le plus de valeur pour la cellule, pour ses clients. Je pense à plein d'autres choses aussi qui concernent le travail à faire, hein, le métier. Je trouve que l'agilité, vraiment, c'est des approches qui sont très, très efficientes parce qu'il y a beaucoup d'efficacité dans le travail et il y a une attention soutenue quand même déjà à la relation, aidant quand même dans le manifeste agile. Mais je pensais à des notions comme justement tenir compte les personas, le MVP, le definition of done. Enfin, je pense que je pourrais en parler pendant plus d'une heure. Mais je me dis qu'il est 11h50 et que peut-être on a intérêt à ouvrir le dialogue avec les gens qui nous ont rejoints sur le webinaire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça me paraît une bonne idée. À 47 spectateurs, on doit avoir des tonnes de questions. Alors, Frédéric, comment on fait Alors, j'ouvre le question-réponse. Déjà, il y a Patrice qui nous dit qu'il a envie de nous rejoindre. Ça, c'est chouette. Merci, Patrice. Et tu dis, un rôle est attribué grâce à une élection sans candidat. Si le rôle vient à dysfonctionner, est-ce qu'il existe un processus de démission de rôle, enfin de démise de rôle? Alors, déjà, quand un rôle est élu sans candidat, il est élu avec une durée de mandat. Donc, c'est pas à vie. Et oui, il y a un processus de démise de rôle. Alors, c'est un peu plus doux que ça. D'abord, il y a le fait de lui demander plusieurs fois de reprendre, enfin, de se mettre au travail. Et puis, il y a vraiment le principe en gouvernance cellulaire qu'on ne laisse jamais quelqu'un bloqué dans l'équipe. Donc là, on ne va pas se focaliser sur celui qui ne fait pas le travail, on va se focaliser sur celui qui a besoin que le travail soit fait. Et donc, on va trouver un moyen de répondre à son besoin sans passer par la personne. Alors après, si c'est un problème d'autoritarisme, donc là, ça veut dire qu'il ne respecte pas les valeurs sur lesquelles le collectif s'est mis d'accord. Donc, ça va au-delà de la démise de rôle. Mais pour une démise de rôle, il suffit de redemander une élection sans candidat. En fait, c'est un processus qui, du coup, est moins violent. On demande une réélection sans candidat et c'est le groupe qui va décider, en fait. Parce que si le groupe redonne le pouvoir à cette personne, redonne le rôle à cette personne, eh ben, il est relégitimé dans son rôle, même avec sa manière de faire. Et par contre, si le groupe choisit de donner le rôle à quelqu'un d'autre, eh ben, voilà, ça vit sa vie comme ça. J'espère que ça répond. Ce que je propose, si ça ne répond pas complètement, que vous reposiez la question peut-être différemment pour compléter. Il y a une deuxième question, je vois, de Antoine qui nous demande quelle différence, point commun entre l'holacratie et la gouvernance cellulaire. Là, on va rentrer dans la technique, hein. Oui, il y a trois De façon générale, voilà. Ouais, il y a 3 espaces dans gouvernance cellulaire. Il y a l'espace contrat, le qui fait quoi. Et ça, l'holacratie est très, très proche. On s'en est beaucoup inspiré. Et beaucoup de la sociocratie aussi, parce que l'holacratie elle-même, c'est énormément inspiré de la sociocratie. Mais la notion de rôle, la notion de gestion par tension, ça vient beaucoup de l'holacratie. Et par contre, l'espace lien, il était absent de l'holacratie. Donc nous, on l'a mis en 2018. Il est un tout petit peu apparu dans la version 5, là, la dernière version, mais à peine. Ça reste une logique contractuelle. On se met d'accord par écrit sur comment est-ce qu'on relationne. Donc nous, l'aspect humain, au niveau de la relation humaine, de la convivialité, tout ça est pris en compte. Et puis, il y a l'aspect des valeurs profondes, du sens, de se mettre d'accord sur dans quel esprit, dans quelle vocation on veut exercer notre métier et notre organisation. Et voilà, ça n'y est pas. Donc, en gros, les points communs, c'est l'espace contrat. Les différences, c'est l'espace lien humain et l'espace sens. Alors, Michaela, c'est bon, Antoine et Philippe trouvent que on a répondu à leur question, à Patrice, pardon. C'est Miaela, je suis désolée si j'écorche le prénom, qui nous demande si on a trouvé des limites à ce modèle et quelles solutions de contournement on a trouvé. Des limites au modèle gouvernance cellulaire? Alors, des limites à ces nouvelles gouvernances, moi, je pense que oui, on en voit tous les jours. Il y a quand même des conditions pour que ça marche, hein. C'est comme l'agilité, il y a quand même des conditions
je dirais, culturelles, entre autres, de succès. Qu'est-ce qui viendrait à l'esprit quand on parle des limites au modèle, Jean-Luc? Ouais, bon, on peut opposer nos deux visions. Bon, vraiment, d'un point de vue théorique, il y a pas trop de limites parce qu'en fait, on permet à l'équipe d'inventer son propre modèle, donc et puis de le faire, par boucle itérative. Mais en pratique, il y a quand même quelque chose, c'est qu'on est encore dans une société où il y a pas mal de gens qui attendent d'être guidés, de près, d'être, voilà, d'être guidés de près, d'avoir, des réponses plutôt que de se poser des questions, d'essayer des trucs. Ça crée une certaine insécurité. C'est pas facile la souveraineté. C'est vraiment ce qu'on découvre quand on accompagne dans cette direction-là. Et donc une limite, c'est identitaire, c'est culturel, c'est, les gens qui veulent être guidés de près et ben, ils s'y retrouvent pas, en fait. Et quand on en a beaucoup dans une équipe, ça fonctionne pas, ils reviennent à du pyramidal parce qu'ils préfèrent. Par contre, derrière, ils le vivent mieux parce qu'ils ont expérimenté quelque chose d'autre et ils se sont rendus compte qu'ils avaient envie de pyramidal, donc ils subissent moins. Voilà, une limite que je vois moi. Et toi, Tout à Nathalie? fait. Je regarde en parallèle, là, je regarde les discussions. Il y a Claude qui dit la responsabilisation forcée et anxiogène pour certaines personnes. Tout à fait. Là, moi, je fais un petit peu le parallèle à ce que j'ai vu quand je me suis formée au coaching, mais qui est plutôt les niveaux de maturité des équipes. Et il y a vraiment, pour moi, un certain stade nécessaire pour que ça puisse marcher. Et en l'occurrence, il faut qu'il y ait quand même pour les personnes une certaine sécurité, je dirais psychologique. Est-ce que je fais bien partie du groupe? Est-ce que je suis reconnue dans mes compétences? Il y a un enjeu au niveau des compétences, hein, parce que si vous n'êtes pas assez solide sur vos compétences métiers, alors avoir à absorber en plus cette nouvelle façon de fonctionner où on attend quelque part de vous que vous soyez un peu un entrepreneur interne. C'est vraiment l'énergie d'entreprendre dans le sens positif qu'on va chercher à développer dans ces modèles-là. Et pour ça, eh ben, faut sentir qu'on en a un peu sous le pied, quoi. Ça convient pas à tout le monde, effectivement. Euh, alors, après, ce qui est bien aussi, c'est que ces modèles-là, ils peuvent cohabiter. Par exemple, nous, on a accompagné une PME qui s'est organisée en cellules pour les instances de direction et qui a gardé un fonctionnement hiérarchique pour la partie production sur chantier. Les, les plombiers sur chantier qui avaient besoin d'avoir plutôt un management un peu directif parce que beaucoup d'apprentis, des stagiaires, des jeunes, dont c'était la première expérience, et bien donc il y avait un rôle finalement pilotage manager qui alliait, qui faisait la transition entre une partie du modèle et une autre partie du modèle. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés à la mise en place de ce modèle? Je viens de voir que tu prononçais très bien le prénom. Merci. Oui, alors le processus de régulation, moi, c'est celui que je préfère, hein. Quand je suis en difficulté avec quelqu'un, pourtant j'en connais des tonnes, je suis vraiment formé dans tous les sens sur les processus de régulation humaine. Le marché parlé, le gros principe, c'est la rivière de mots, en fait. Donc, dans l'idée, c'est plus sympa de le faire en marchant. C'est pas obligatoire, évidemment. C'est pour ça qu'on l'a appelé marché parlé. Et donc, l'idée, c'est qu'on donne 20 minutes à l'une des deux personnes, s'il y a deux personnes qui sont à la fois humainement, elle a 20 minutes et elle parle. Et les deux partent se balader, alors au bord d'un lac avec une belle lumière. Voilà. Ils partent se balader et il y en a un qui parle. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que quand il y a une personne qui parle et que vous êtes fâché avec elle, au début, votre cerveau, il mouline, il prépare des réponses, il stocke des réponses et il n'est pas du tout d'accord et il argumente. Et au bout d'un moment, il ne peut plus stocker des réponses parce que sur 20 minutes, ça dépasse les capacités mémorielles. Et donc, il y a un moment donné, ça décroche. Notre ego, il décroche, en fait. Et donc, il y a un moment donné, on arrive à juste écouter, à se laisser imprégner. Et ça, c'est un temps de connexion humaine, en fait. Et dans cette connexion, bah, on peut avoir accès, en y mettant un minimum de bonne volonté, à de l'empathie, à un geste empathique, c'est-à-dire à se mettre à la place de l'autre et à essayer de vivre ce qu'il vit, indépendamment de nous, tout ce qu'on a essayé de faire correctement ou de tout notre défensif qui est en train de nous expliquer que quand même, c'est pas de notre faute. C'est plus le sujet, en fait. À un moment donné, on entend l'autre. Et après, on a 20 minutes pour parler.
Et c'est pareil, en fait. Parce qu'il y a un moment donné, dans les 20 minutes, on dit n'importe quoi, hein, mais 20 minutes, on a le temps de se reprendre. Donc, on a le temps de dire, oui, ok, bon, j'ai nommé ça tout à l'heure, mais en fait, c'est pas vraiment ça, et d'affiner. Et donc, au bout de 40 minutes, qui passent à toute vitesse, hein, quand il y a, ça paraît long, on l'a dit comme ça, 2 fois 20 minutes, mais quand il y a de l'enjeu humain, ça passe vraiment très, très vite. Le principe, c'est que s'il y en a un qui a rien à dire, on reste en silence. En fait, on utilise le temps, on reste en silence. Et ensuite, quand on se retrouve, et c'est seulement là qu'il peut y avoir un rôle facilitation qui vient aider ou un rôle médiation, que les deux personnes ont choisi, qu'il n'y a pas non plus besoin d'avoir un gros niveau de compétence, parce qu'il doit d'abord simplement poser une question qui est: comment ça a été pour vous de parler et d'entendre? Et voilà, chacun peut répondre sur comment je viens de vivre ce moment-là, juste maintenant, comment je l'ai vécu. Et, et donc là, on est encore toujours sur de la connexion humaine. Et c'est seulement après qu'on passe dans: OK, bon, maintenant que vous avez entendu tout ça, maintenant que vous avez dit tout ça, quel élan ça vous donne? De quoi vous avez envie? Et c'est seulement à ce moment-là, donc 2 fois 20 minutes plus 10 minutes, donc on est à 50 minutes. C'est seulement à ce moment-là qu'on part dans: ça serait quoi les actions qui nous permettraient de mieux fonctionner ensemble? C'est quoi les actions qu'on décide? Bon, on va se débrouiller pour plus jamais se voir. On est dans une assez grosse organisation, on va se mettre sur des rôles où on se parle plus. Si on arrive au constat que la relation, ça va être beaucoup trop compliqué d'essayer d'y faire quelque chose. Mais en général, c'est, bon, bah, j'ai bien entendu que ça, c'était hyper important pour toi, j'en avais pas pris la mesure, voilà ce que je peux mettre en place et voilà comment tu peux m'aider à le mettre en place. Voilà pour le processus marché parlé. Donc il y a un petit slide, hein, que je téléchargé gouvernancecellulaire.org, et le petit slide qui explique tout ça. Oui, donc là, dans les slides que vous récupérez, il y a le lien vers la gouvernance cellulaire. Donc, Patrice, tu trouveras la grosse, grosse boîte à outils gouvernance cellulaire. Et dedans, il y a beaucoup de processus qui sont décrits, notamment celui-là. J'ai vu deux autres questions. Il y avait Frédéric qui demandait la relation entre entreprise libérée, gouvernance cellulaire ou les autres formes de gouvernance. Alors l'entreprise libérée, c'est souvent un peu vague, hein, et très fantasmé. Moi, je me raccroche à Isaac Getz quand j'entends entreprise libérée. Donc le gros principe d'Isaac Getz, c'est, s'il y a un processus qui fait injure à votre intelligence, et ben, vous le supprimez. Mais il dit pas par quoi, enfin, on voit pas bien dans son étude par quoi c'est remplacé. Là, la grosse différence qu'il y a avec l'entreprise libérée, c'est qu'on garde, une structuration, hein. On garde une structuration en rôle, on garde une structuration en cellule, en équipe, heu, on sait vers qui on se retourne. Voilà, donc là, pour moi, il y a une énorme différence, c'est l'espace contrat, précisément, qu'on va retrouver. Mais après, on a tout structuré dans l'entreprise libérée, c'est beaucoup plus volatile, c'est beaucoup plus, informel, hein. Alors que dans gouvernance, cellulaire, et ben, vous avez des slides pour chaque, situation que vous pouvez choisir d'expérimenter, de modifier, donc c'est plus formalisé. Il y avait une autre question qui était: est-ce que vous avez rencontré des difficultés à la mise en place de ce modèle? Alors peut-être qu'on peut partager nos différentes expériences, parce que toi, tu as l'expérience d'accompagnant externe, interne, et puis nous, on a choisi aussi de le mettre en interne. Ça peut être intéressant qu'on partage tous les deux les difficultés qu'on a pu rencontrer. Ouais, super, je te laisse démarrer. Allez, alors chez Coefi, dans les difficultés, ce que je peux te dire, euh, c'est que on avait choisi, hein, c'était choisi. Donc déjà, pour dire, on avait un terreau favorable. On s'était choisi, on avait choisi de travailler dans ce fonctionnement-là. Et malgré ça, on avait 20 ans d'expérience derrière nous dans des modes de fonctionnement traditionnels. Donc, mine de rien, eh ben, faut un temps pour que le cerveau il change sa façon d'appréhender le rapport dans l'organisation. Et puis, surtout, il nous a fallu un temps de monter en compétences collectives sur la maîtrise des processus qui étaient à disposition. Bien qu'on pense que c'était que la gestion par tension, c'était quoi les différents processus, de façon à ce que on évite des tensions qui pourraient être des sortes de prise de pouvoir par les personnes qui maîtrisaient le mieux les processus. Et ben, quelles difficultés on a rencontrées? Après, je dirais toutes les difficultés classiques que tu peux rencontrer dans une organisation.
donc les tensions opérationnelles, on a eu des moments où le bateau a tangué assez fort parce que on se posait des questions qui touchaient à des valeurs, hein. Et là, pour le coup, on était content d'aller chercher d'autres processus que le marché parlait, mais d'autres processus de régulation pour sortir par le haut de la difficulté qu'on pouvait avoir. On a même été obligé à un moment de se faire accompagner pour la régulation parce qu'on avait touché à un sujet qui était très sensible pour nous. Et ce qui nous a aidés, c'est qu'on a vraiment là-dedans, dans l'approche aussi de l'affectation des rôles, on a une approche ikigai, c'est-à-dire qu'on s'assure que les rôles sur lesquels on est affecté, c'est vraiment des rôles sur où on est compétent, on a plaisir, on a envie et on apporte de la valeur. Et si à un moment, bah, c'est pas ça, si on n'arrive pas à délivrer nos attendus, bah, on va se poser la question: «Est-ce que c'est parce que je suis pas sur les bons rôles?» Et donc il y a vraiment, en cultivant aussi beaucoup les feedbacks, les signes de reconnaissance positifs, on arrive à faire de nos différences parce qu'on est vraiment, vraiment très, très différents chez Query en termes de personnalité et d'expérience. On arrive vraiment à faire une richesse et c'est pas toujours facile, ça je peux dire. Et toi, Jean-Luc? Ouais. Je souligne un point que tu as dit, la peur que ceux qui maîtrisent le mieux le processus s'emparent du pouvoir. Moi, c'est une peur que je partage et c'est une des raisons pour lesquelles c'est important, je trouve, que ça soit écrit et voilà. Par contre, c'est pas là, je suis pas en train d'affirmer une valeur, une vérité absolue. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y a des gens, c'est le contraire. Quand ils ont un processus qui est trop écrit et qui est trop solide, ça les met en insécurité. Donc, on a quelque chose à composer avec les différents humains que nous sommes et avec nos contradictions internes. Donc moi, l'expérience que j'ai, c'est que j'ai accompagné pendant 3 ans l'entreprise, La Panière et au bout de 3 ans, ils m'ont embauché, en fait et j'ai pu continuer à faire mon accompagnement, mais en interne pendant 1 an. Heu et en fait, la difficulté que j'ai eue, c'est que quand je les accompagnais en externe, je me rendais bien compte qu'ils avaient l'intelligence du cœur, c'est-à-dire qu'ils savaient pourquoi ils avaient envie de faire ça. Il y avait quelque chose d'enthousiaste et vraiment, qui comptait pour eux. Ils avaient l'intelligence intellectuelle, ils comprenaient les processus, mais ça, on l'a à peu près tout le temps, hein, quand même. Ils sont pas incompréhensibles, nos processus, donc pour peu qu'on se mette un peu dedans, ça rentre et et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ça bloquait à un autre endroit. C'est un endroit identitaire, un peu dans les tripes, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai été en interne, il y a une grosse différence entre consultant externe et consultant interne. C'est que consultant externe, on intervient dans l'entreprise au moment où elle a envie de bouger. Et là, on lui amène des solutions, des idées, ils choisissent, ils construisent leur truc et tout. Ils sont hyper enthousiastes, c'est chouette. Accompagnant interne, je les accompagne tout le temps, quand ils ont envie de changer, mais aussi dans les moments où ils sont plutôt sur un palier. OK, on a fait une marche, là, on va arrêter de monter. Puis même, ça redescend en fait, parce que finalement, on revient à notre ancienne façon de fonctionner. Et à ce moment-là, ce que j'ai vu, c'est que c'est difficile à verbaliser, en fait. C'est tellement interne, dans qui nous sommes, dans des valeurs qui ne sont pas explicites, que c'est difficile à dire. Donc je vais vous donner un exemple, hein. Il y a eu un moment donné, on parlait de commission tout à l'heure, donc une sorte de commission interne, et puis il y a eu une crise, en fait. Et cette commission, elle délivrait pas suffisamment, elle prenait pas les décisions comme il fallait et tout. Donc il y a eu la décision de remettre un directeur dans cette commission. Et ça me paraissait une bonne solution, donc moi j'étais DRH aussi, j'étais au CODIR, donc je voyais toutes ces décisions se prendre. Donc moi je vois ces décisions se prendre et je sais tout de suite les conséquences, hein. C'est qu'il y a eu une commission qui a été mise en place avec beaucoup d'explications autour de la souveraineté, de l'autonomie des équipes, machin et tout. Puis d'un coup on met un directeur, donc l'effet que ça va faire, c'est: «Oui, OK, tout ça c'était du vent, mais finalement, on continue à fonctionner comme avant». Donc gouvernance cellulaire a une réponse pour ça, c'est ce qu'on appelle le rôle urgentiste. Le rôle urgentiste, c'est que, OK, on nomme qu'on intervient en rôle urgentiste, on met un directeur et on met aussi en parallèle les actions pour que l'équipe, trouve l'autonomie de prendre ses décisions sans l'urgentiste, sans le directeur. Et donc on les forme à la décision collective ou alors on crée un rôle décision dans leur équipe, enfin bref, n'importe quoi. On met en place ce qu'il faut pour que ça continue dans la démarche, mais ça aille à la vitesse, qui est possible pour cette entreprise, pour ces gens-là et pour ce contexte-là.
En fait, ça n'a pas été possible. Quand j'ai dit: «Bah, là, il faudrait fonctionner en mode, c'est tout». Il y a eu des esquives un peu gênées et non, c'était pas possible parce qu'à ce moment-là, c'était trop sous stress, il y avait trop d'enjeux et il y avait trop l'intention de revenir à quelque chose, qui est sous contrôle, en fait, qui est vraiment sous maîtrise. Voilà, donc je pense qu'il y a une difficulté qui est les tripes, la culture, à quel point est-ce qu'on est vraiment prêt à bouger et à s'accrocher dans le mouvement. Alors, il y a 2 autres questions qui sont arrivées, qui sont très intéressantes, également. Comment on peut faire pour démarrer de manière optimale? Alors optimale, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, comment on peut faire pour démarrer sur de la gouvernance cellulaire? Claude qui nous demande comment le DRH s'accommode de l'obligation de lien de subordination instituée par le Code du travail. Ouais, et là, on a aussi cette question qu'on retrouve assez régulièrement sur la partie c'est quoi le lien, les rôles, la convention collective, le contrat de travail, la souveraineté. Enfin, ça pose quand même quelques questions, hein. Ouais, la première c'était quoi? Parce que je la vois pas là. Alors, la première, c'est comment on peut démarrer? Ah oui, c'est très, très simple. Pour démarrer, en fait, il y a un slide avec les 3 espaces, l'espace lien, humain, l'espace contrat, le qui fait quoi, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on prend nos décisions. Puis l'espace sens, c'est quoi nos valeurs profondes et c'est quoi notre vocation et est-ce qu'on est en train de réaliser tout ça? Et ben, la première question, c'est de demander à l'équipe, à votre avis, il faut commencer à travailler sur quoi? Et en fait, l'équipe, elle va s'orienter vers quelque chose et dans la discussion, ça va être intéressant parce qu'on va voir on peut tout aborder, hein. On n'a pas le temps de tout aborder de fond, donc à un moment donné, il faut choisir et le mieux, c'est de choisir avec l'équipe là où il y a le plus d'énergie. Donc en ce moment, si vous accompagnez de la santé, ben, ça va être le sens, parce qu'on court de partout, on remplit des tableaux, de reporting et puis finalement, on n'arrive plus à faire, ce pour quoi on était là, qui était soigner les gens, prendre soin des gens et puis, si vous êtes dans une autre équipe, ça va être d'autres problématiques, donc il faut partir avec eux dans l'espace dans lequel ils ont envie d'intervenir, d'agir. Et la deuxième, comment, alors Oui, alors je vais apporter un complément parce que c'est vrai que cette question-là aussi, nous, on y a été confrontés et on y a répondu. On a fait une sorte d'autodiagnostic oui, pour aider aussi le positionnement des équipes et pour qu'ils regardent où est-ce qu'ils auraient, où est-ce qu'ils auraient intérêt, ou en tout cas que ça leur donne un éclairage et que ça les aide dans leur diagnostic pour après choisir où est-ce qu'ils ont envie de mettre leur énergie. ouais, donc ça, c'est vraiment top, l'autodiagnostic effectivement et ça part du même esprit qui est, c'est l'équipe qui va choisir là où elle a envie Mm. de commencer à agir. Et le lien de subordination, bah, gouvernance cellulaire, on n'est pas fâché avec, en fait. Là, c'est une différence que je n'ai pas nommée tout à l'heure, je vous redis. Il y a un slide qui s'appelle le curseur managérial, dans lequel l'équipe va choisir à quel point elle a envie de conserver un chef ou pas. Ça, c'est après s'être rendu compte que les gens, finalement, il y en a quand même pas mal qui veulent pas qu'on les force à être autonomes. Il y a quelqu'un qui a écrit ça tout à l'heure. Et effectivement, c'est pas possible hein, de forcer quelqu'un à être souverain parce que c'est contradictoire. On ne peut pas le forcer et qu'il soit souverain. Et donc, eh ben, nous, on trouve que le système pyramidal, il peut être sain quand il est bien mené. On essaye de faire en sorte que ça soit pas personne dépendant. C'est-à-dire que ça ne dépend pas du hiérarchique, mais que ça dépende du système. Et donc, il y a un curseur managérial qui permet de régler à quel point le rôle pilotage va conserver des, des prérogatives ou des attendus du rôle du manager hiérarchique. Et donc, il y a pas d'idéologie en fait cachée dans gouvernance cellulaire et donc il n'y a pas d'idéologie anti-lien de subordination. Voilà, comment on s'en accommode. On est dans une entreprise où il y a du lien de subordination, ben on fait avec. Et puis, si on est chez Coifi, avec l'organisation que vous avez, vraiment, il n'y a pas de lien de subordination. Enfin, je peux te laisser en parler, mais donc, dans ce cas-là, eh ben, on ferait ça. Oui, bah, comme je le disais tout à l'heure, on est tous dirigeants et on est tous associés. Alors, c'est pas une COP, c'est une SAS, mais on a choisi d'être associés au même niveau. Donc, nous avons le même pouvoir d'engagement de la société vis-à-vis de l'extérieur et nous avons le même pouvoir de nous auto-destituer ou en tout cas, avec notre casquette actionnaire vis-à-vis de notre rôle mandataire social. Donc, là-dessus, il y a pour nous, euh, on a fait un certain nombre de choix de façon à pouvoir vivre pleinement cette nouvelle forme de gouvernance sans être empêché, parce qu'on avait cette possibilité de le faire justement en créant la structure. Après,
c'est vrai que moi, ça m'a fait cheminer aussi sur le fait que finalement, peu importe la structure juridique qui porte ça, et notamment la question des contrats, on peut toujours faire des choses, on peut toujours mettre en œuvre différemment. Et avant, moi, je bossais dans un grand groupe, hein, j'étais manager. Et pour le coup, c'était à l'époque où on a parlé des entreprises libérées. J'ai commencé à vouloir libérer mon équipe. Donc, c'était vraiment à l'échelle d'une équipe. Je me suis inspirée à l'époque des méthodes agiles. Et pas du tout de l'holacratie que je connaissais pas. Mais l'idée, c'était vraiment d'amener de l'autonomie aux personnes, de clarifier les rôles, de trouver une façon de travailler ensemble qui soit plus efficiente. Et on a construit petit pas par petit pas un modèle qui nous correspondait. Et avec le recul, j'ai vu les points communs qu'il pouvait y avoir aussi avec l'holacratie, avec la gouvernance cellulaire. Donc, c'est assez marrant qu'il y a plein de bon sens dans ces modèles-là. Et ils sont très récents, pour le coup, mis à part la sociocratie, qui est l'ancêtre formel de tout ça. Tous les autres modèles de façon formalisée, sont vraiment récents. Donc, là, c'est à chacun aussi à chaque organisation de faire ce qui est bon pour elle en fonction de la culture. Et c'est des supports, c'est des aides à cheminer vers quelque chose qui permette un meilleur épanouissement et de conserver la performance de l'organisation. Frédéric, est-ce qu'on est arrivé au bout du temps? C'est midi 15 le 12h15, temps? on a jusqu'à 12h20. D'accord. Mais 12h20, on nous coupera la chic un peu violemment. Donc, je propose d'en finir peut-être avec une question finale ou un propos qui manquerait. Merci en tous les cas pour la qualité de votre intervention. Merci de nous avoir accompagnés et d'avoir réussi à supporter nos problèmes techniques. Avec plaisir. J'ai mis un Google Form où on peut faire un petit retour sur. Je vous invite tous et toutes à faire un petit retour sur la qualité de l'intervention, ce qui peut être amélioré. Enfin voilà, une mini rétro qui sera bienvenue. Bon, Et ben, en guise de revoir, je poserais bien une question qui est là, on est avec des gens qui sont intéressés par l'agilité. Et quel élan ça vous donne à la fin de nous avoir entendus? Moi, je me demande quel impact ça a sur vous et si ça génère un élan ou si c'était juste intéressant intellectuellement. Voilà. Si vous pouvez nous mettre ça dans le chat, c'est cool. je vois par exemple Charles qui dit bravo, c'était très intéressant, on aimerait tous y participer, je pense. Il y a Damien qui dit qu'il a envie de creuser le sujet pour voir comment l'intégrer dans ses équipes. Ça génère une curiosité à le tester, à le mettre en place. Bon, moi, dans les environnements grands groupes dans lesquels j'évolue, complexes au sens décrit par Romain Couturier, j'avoue que je ne saurais pas par quel bout commencer et je ne me lancerai pas immédiatement dans ce genre d'organisation ou tout au moins dans une petite équipe. Mais ça peut être assez compliqué, je pense. Et c'est le futur de l'agilité à intégrer pour aligner les équipes avec le top management, de mettre davantage de gouvernance cellulaire dans les équipes, marcher parler en cas de tension. Ça dépend quel type de tension. D'ailleurs, j'ai peut-être une question, sans vouloir avoir le mot de la fin, mais là, c'est du tension qui va bien. Mais enfin, quand vous avez vraiment envie de casser la figure à l'autre parce qu'il est allé au-delà des bornes, vous avez cité d'autres outils. Peut-être pourriez-vous, en une minute, nous en dire davantage? Pardon. Vas-y. Alors, après, l'autre outil, c'est un processus de régulation qui est inspiré de la CNV et on l'a formalisé pour le coup. Parce qu'en fait, chez Coefi, quand on rencontre des difficultés, on essaye d'en faire un outil au service d'autres personnes qui auraient pu rencontrer ces difficultés-là. Et on vous a dit, ça a pu chahuter aussi chez nous. Donc, on a fait un jeu qui s'appelle Clean Up, qui est un jeu outil où on guide les étapes d'une régulation.
donc, soit c'est une petite tension, on se sent capable, on la fait tout seul. Soit on se sent moins capable, on fait appel à un facilitateur, une facilitatrice. Soit là, il y a un moment après, quand on est à l'étape du dessus où on n'arrive plus à se parler, bah, Jean-Luc, peut-être, est-ce que je ne sais pas si tu as des solutions miracles, mais on va partir plutôt sur de la médiation ou carrément du au revoir, quoi. Hein. Oui, puis il y a ce que tu as dit Bien. tout à l'heure, c'est que chez Coefi, vous avez eu une tension un peu intense, vous vous êtes fait accompagner par un extérieur, je crois que c'est nécessaire. Mm. Et il y a effectivement plusieurs approches qui passent, il y en a même qui sont qui commencent par un phénomène de purge. Voilà. Il y a- Chacun peut Attention à la choisir. boîte de Pandore. J'ai ouvert une boîte de Pandore, il est 19, ça termine à 20. En tous les cas, je vous remercie autant aux intervenants qu'à l'auditoire. Et puis à cet après-midi pour les nouvelles conférences. Eh ben, merci beaucoup à tout le monde pour vos questions super géniales, votre attention. Au À revoir. bientôt.